La nouvelle théorie linguistique que je propose se démarque de ce que j'appellerais la sociolinguistique. En réalité, quand on distingue les langues entre elles, on fait de la sociolinguistique et non pas de la linguistique. Parce que il y a 36 façons de parler une même langue, utiliser les mêmes mots d'une langue donnée. Et donc ça, c'est une question de groupe, de, de société. Alors chaque fois, c'est l'erreur qu'ont commise les phonologistes il y a un siècle à peu près, en accordant une trop grande importance à la sociolinguistique, en disant voilà, si on prononce le mot d'une certaine manière, ça se comprend dans un groupe donné, mais pas dans un autre groupe, etc. On appelle les phonèmes, etc. Tout ça, ce sont des fausses pistes dans laquelle la linguistique s'est fourvoyée, s'est engluée, s'est embourbée. En réalité, il y a un nombre limité de langues et il y a un grand nombre de sociolangues, on peut dire, de sociolectes. Hein. Et dans le cas du français, l'anglais n'existe que d'un point de vue sociolinguistique. C'est du français avec des particularités de prononciation, des particularités de morphologie qui sont relativement secondaires et qui peuvent s'apprendre en peu de temps. Autrement dit, le passage d'un sociolecte à un autre sociolecte relevant des mêmes langues ne correspond pas du tout au même travail que le passage d'une langue à une autre. Le passage du français à l'anglais ou de l'anglais au français n'a rien à voir avec le passage du français à l'hébreu ou de l'anglais à l'hébreu ou même de l'anglais au russe, etc. Donc, il faut faire la part de la sociolinguistique qui a pesé trop lourdement ces derniers temps, de la même façon que, par exemple, la question des frontières est souvent quelque chose d'assez aléatoire. On parle la même langue à Genève, à Bruxelles, à Québec ou à Paris, sans parler de Dakar ou de je ne sais quel, ou même d'Alger. Donc, cette façon de présenter les choses ne peut favoriser que des pseudo-langues, des dialectes secondaires auxquels on attache une importance considérable, comme par exemple à l'ONU, voilà, tel pays aura la même voix que tel autre pays, alors qu'en réalité c'est un pays qui est complètement secondaire et qui est complètement dépendant d'un autre pays, qui permet d'avoir, alors pour le pays qui dirige tout ça, évidemment, ça lui permet d'avoir plusieurs voix, puisqu'il va diriger comme ça, et même il va contrôler plusieurs pays. Enfin, tout ça, c'est une galéjade. Donc, il faut mettre les choses alors c'est une preuve de géopolitique, en fin de compte, hein, dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit, qu'on ne veut bien le dire. Il y a beaucoup moins d'entités majeures qu'on veut bien le dire. Il y a des grands empires avec à l'intérieur des éléments. Alors on veut nous faire croire que parce qu'à un moment donné, tel élément s'est détaché de tel empire, il n'en fait plus partie. Mais ça, c'est une belle entrée aussi. Les marques d'appartenance perdurent et subsistent bien après que tel pays ait échappé à telle et telle influence politique. On voudrait nous faire croire, par exemple, que le politique détermine le linguistique. Hein. C'est-à-dire que si un pays n'a plus les mêmes rapports politiques avec un autre pays, eh bien, ça voudrait dire que linguistiquement et culturellement, il est séparé. Mais pas du tout.